Commencer. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, encore une fois, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à cet événement. Et si nous sommes ici, c'est grâce à la semaine de la business analyse organisée par le chapitre de Côte d'Ivoire. Et pour cette semaine-là, nous avons eu plusieurs thèmes que nous pouvons apercevoir à l'écran. Mais avant de rentrer dans plus de détails, laissez-moi vous présenter l'agenda. Donc, laissez-moi vous présenter l'agenda. Donc, on aura la présentation du chapitre de Côte d'Ivoire. On va vous présenter c'est quoi la business analyse. On va vous parler du programme de la business analyse et après vous présenter l'orateur et le thème du jour. Donc, sans plus tarder, la mission de la business analyse du chapitre de Côte d'Ivoire qui a été créé en 2019 peut se diviser en trois grands points. Donc, il s'agit de contribuer à la professionnalisation des business analysts en faisant la promotion du guide, qui est le BABOK, et de faire aussi la promotion des bonnes pratiques de la business analyse dans un contexte décisionnel auprès des entreprises, des organismes et autres, et aussi de permettre un partage d'expérience au sein de la communauté ivoirienne. Voilà, à l'aide des experts, des enseignants et des experts métiers, en tout cas des personnes qui pratiquent vraiment la business analyse sur le marché ivoirien et même à l'international. Et l'historique de notre activité, nous avions commencé en 2019. L'association a été créée en 2019 et comme activité principale, nous avions organisé un dîner. Aussi, en 2020, nous avions eu des groupes d'études à établir un partenariat avec le CERAP qui nous a permis de pouvoir organiser certaines de nos activités. Et nous avions eu un dîner de fin d'année. Et en 2021, nous avions été reconnus officiellement par l'AIB Côte Global et nous avions fait un kick-off pour les groupes d'études donc qui concerne en fait à l'étude du BABOK. Donc on se réunissait par mois et nous prenons des chapitres du BABOK pour pouvoir les étudier. Donc nous avons initié ça en 2021 et nous avions aussi mené une étude pour pouvoir identifier les business analysts sur le marché ivoirien. Et par la suite, nous avions terminé l'année en organisant la semaine de la business analyse. En 2022, nous sommes partis sur le même principe, mais cette année, nous avons eu l'occasion d'organiser le groupe d'études par chapitre, à l'aide avec certains chapitres. Donc, on a eu le Cameroun, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Donc, ces trois chapitres-là se sont mis ensemble pour organiser des groupes d'études qui portent principalement sur la business analyse et sur le BABOK. On a organisé des BA-Talks qui sont entre autres le partage d'expériences, donc dans un mois précis, on choisit un sujet, un expert qui pratique ce domaine-là, qui va venir partager son expérience en partageant les bonnes pratiques et autres. Et présentement, nous sommes en train de parler ou d'organiser la semaine de la business analyse. En effet, il est important de noter que chaque 1er novembre marque en fait la journée internationale de la business analyse et pratique, chaque chapitre s'organise pour célébrer cet événement. Nous, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas restés en marche. Nous avons décidé de célébrer cet événement-là sur 3 jours. Donc, effectivement, cette célébration a commencé depuis le mercredi 9. Nous avons abordé des thèmes intéressants jusqu'à là. Et les raisons d'organisation de ces événements-là, c'était de pouvoir rappeler à ceux qui ne savent pas que il existe une association ou un chapitre de l'ABA Global qui existe en Côte d'Ivoire, donc au nom de l'ABA chapitre de Côte d'Ivoire. Et nous voulons encore faire la promotion de plus en plus du métier de business analyst et puis inviter les gens à intégrer l'association car il y a beaucoup d'avantages en intégrant cette association. Et durant la semaine de la business analyse, nous traitons des thèmes en rapport avec la business analyse. Donc, cette année, nous avons choisi de travailler ou de parler de la donnée. Donc, le thème principal de cette année, c'est la donnée au cœur du métier de la business analyse. Dans la mesure où la donnée est vraiment très importante pour les entreprises, elle permet vraiment aux entreprises de pouvoir faire des décisions stratégiques lorsque ces données-là sont traitées et lorsqu'on arrive à comprendre vraiment la donnée. Et voilà, c'est ce qui a motivé vraiment
le chapitre de Côte d'Ivoire s'intéresser à la donnée. Donc, en gros, pour pouvoir bien comprendre ce thème global, nous avons subdivisé en plusieurs thèmes que nous avions commencé à traiter depuis le mercredi, en commençant par les RGPD, il s'agit de la réglementation générale sur la protection des données, donc appliquée à la business analyse. On a développé les enjeux et les perspectives. Jeudi, nous avions évoqué la gestion, la gouvernance et gestion des projets Big Data, donc les facteurs, des solutions, des compétences, des pratiques pour une gestion efficace. Et en deuxième lieu, on a parlé de la data visualisation et les rôles pour pouvoir mettre à nu les rôles et impact pour un business analyst. Et aujourd'hui, vendredi, nous avions eu cet après-midi euh, nous avons eu cet après-midi le CECRA qui nous a tenu sur comment réussir un entretien au poste de business analyst. Et nous allons maintenant aborder le deuxième thème de cette journée ou de cet après-midi-là, de cette soirée qui va parler de l'analyse des données et stratégie d'entreprise. Quel impact sur la performance de l'entreprise? Par la suite, pour clôturer cette semaine de la business analyse, nous avions décidé d'organiser un workshop qui aura lieu ce samedi, donc demain, et nous allons revenir dessus pour plus de détails. Sans vraiment tourner autour du pot, qui est l'orateur de ce jour, en fait, il s'agit de M. Mohamed Silla, qui va nous vraiment parler de l'analyse des données et stratégie d'entreprise et pourra faire ressortir en fait l'impact sur la performance de l'entreprise. Et il est important de noter que Mohamed Silla est comme fonction Manager Technology and Data Risk au sein du département Risk Advisory de Deloitte Sénégal. Il est également membre du pôle Engagement Quality Control Reviver, en abrégé EQCR, donc IT Risk de Deloitte Afrique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience en tout ce qui est stratégie et autres. Donc, il a plus de 8 années d'expérience en système d'information, dont 4 dans le domaine de la finance. Et il a accompagné des sociétés dans de divers secteurs tels que la banque, télécom. Et aujourd'hui, il a vraiment la maîtrise des risques et systèmes d'information. Et il contribue à l'amélioration, il a contribué à l'amélioration de la pertinence et de la qualité de l'information. Et il est aussi enseignant associé en système d'information au CESAC, qui est une très bonne école que nous connaissons. Et il enseigne aussi à l'ESP, École supérieure polytechnique de Dakar. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et qui va vraiment nous parler sur la base de ses expériences de ce thème, sans vouloir tourner vraiment autour du pot. Je vais passer la parole à M. Mohamed Silla. Allô, M. Mohamed Silla, vous m'entendez? Allô, oui, je vous entends. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous entretenir sur ce thème. Donc, nous allons vous laisser la parole pour votre présentation. Merci. Merci à vous. Est-ce que je peux avoir le partage, s'il vous plaît? Allez-y. Donc, déjà, merci à vous pour cette belle introduction. Merci à tous les participants. Merci à la présidente du chapitre ivoirien de l'International Institute of Business Analysis de m'avoir sollicité pour une intervention dans le cadre de la semaine de la business analyst. Et je remercie également les précédents speakers qui ont une intervention de qualité par rapport à l'ensemble de leur sujet. Donc, je vais vous présenter la thématique analyse des données et stratégie d'entreprise. Quel impact sur la performance de l'entreprise pendant les 35 minutes qui m'ont été assignées. Donc, il y a plusieurs concepts qui reviennent autour de cette thématique. On entend stratégie, données, analyse de la donnée et performance. Il s'agira pour nous de comprendre la contribution de la donnée dans l'atteinte de la performance stratégique de l'entreprise.
Est-ce que l'usage de la donnée dans le pilotage de la performance stratégique de l'entreprise est un avantage? On va tout de suite répondre en disant que oui, c'est une évidence dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans quelle mesure l'usage de la donnée dans le pilotage de la performance peut être considéré comme un inconvénient? Donc, nous allons découvrir tout cela dans la présentation. Alors, une étude a été réalisée par le cabinet McKinsey, donc un grand cabinet que je pense que nous connaissons tous, auprès de 1000 entreprises qui sont réparties dans divers secteurs d'activité et sur plusieurs zones géographiques, mais surtout qui réalisent un chiffre d'affaires qui est supérieur à 1 milliard de dollars. Donc, il apparaît de cette étude que seulement 8% de ces entreprises réussissent à bien exploiter leurs données. Cela veut dire que nous avons 92% de ces entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 1 milliard, pas de 1 milliard, mais supérieur à 1 milliard, donc on va encore plus loin, sans piloter la performance de l'entreprise par les données. Donc, imaginez un peu les opportunités liées à l'usage de la donnée et le supplément de chiffre d'affaires que l'entreprise peut réaliser. Ce même cabinet réalise une autre étude qui montre que les entreprises qui axent leur stratégie sur l'analyse de la donnée sont 23 fois plus performantes en termes d'acquisition de nouveaux clients que celles qui ne le font pas. Elles sont 21 fois plus efficaces pour pouvoir faire migrer des clients vers des segments de marché qui sont plus profitables. Donc, l'usage de la donnée est un facteur clé dans la recherche de la performance stratégique de l'entreprise. Avant d'aller plus loin, il est important pour nous de revenir sur le concept de performance stratégique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de performance stratégique, de contribution de la donnée dans la performance stratégique sans revenir un tant soit peu sur ce qu'est la performance stratégique, comment est-ce qu'elle est constituée et quels sont les éléments qui la composent. Et cela nous permettra, in fine, de mieux apprécier ce que la donnée peut apporter à la recherche de cette performance stratégique-là. Il existe donc plusieurs écrits autour de la stratégie. Nous allons retenir la définition du stratégore, qui est considéré comme étant la Bible de la stratégie et qui définit la stratégie comme étant un processus qui va consister à identifier des activités, à organiser ces activités, à pouvoir allouer des ressources, qu'elles soient humaines ou des capitaux, à ces différentes activités, de manière à atteindre un niveau de performance durable, mais un niveau de performance qui va être supérieur à celle de la concurrence dans chaque métier qui compose l'activité de l'entreprise. L'objectif global étant finalement de maximiser le profit économique à long terme. Donc finalement, la définition de la stratégie est intimement liée à la notion de la performance. Performance à atteindre à travers une certaine allocation des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières qui sont déjà des ressources assez rares, que nous allons voir comment est-ce que nous allons les mettre en musique pour pouvoir répondre aux objectifs stratégiques, à la mission de l'entreprise, aux valeurs qu'elle s'est assignée et tout. Donc, on peut donc dire que la performance stratégique d'une entreprise peut être appréciée par la capacité de cette entreprise à atteindre les buts qu'elle s'est assignés, et cela en fonction des ressources dont elle dispose et des compétences qu'elle a acquises. Donc, la performance stratégique fait le lien entre l'objectif, les moyens et les résultats dans ce qu'on appelle le triangle de la performance. Alors, la pertinence va mesurer l'adéquation entre les objectifs et les moyens. L'efficacité va mesurer la capacité à atteindre les résultats fixés indépendamment des moyens. Et l'efficience va analyser la capacité à pouvoir atteindre les résultats de manière optimale, tout en prenant compte de l'économie des ressources qu'on a évoquées tantôt. Donc, la performance globale va finalement être une combinaison de ces trois capacités: pertinence, efficacité et efficience. Donc, on peut mesurer différents types de performances.
Et ça, c'est important de le souligner parce que généralement, on a tendance à penser que la performance, elle n'est que financière ou opérationnelle. On parle de performance économique pour mesurer des résultats comme le degré de productivité, de compétitivité, tout ce qui va être lié à la performance financière. On parle des ratios de profitabilité, rentabilité. On parle également de performance sociétale et environnementale qui renvoie à des réalisations en matière d'écologie, d'éthique, de citoyenneté. Quand on regarde tous ces différents types de performances-là, il y a une question qui revient, c'est comment est-ce que nous allons mesurer cette performance-là? Donc, il est assez clair que mesurer la performance revient à pouvoir mettre en place des indicateurs. Et un indicateur qui est une information, un ensemble d'informations qui va nous permettre de mesurer l'atteinte des objectifs ou de pouvoir faire le suivi d'une préoccupation dans un contexte bien précis. Et les indicateurs aujourd'hui vont être mis en place avec ces personnes qui pilotent la performance, mais également qui gèrent les différents métiers qui, normalement mis en musique, vont permettre d'atteindre les objectifs et de répondre à un certain objectif de performance de l'entreprise. Donc, juste pour dire que de manière générale, quand on parle d'indicateurs de performance et on entend parler de business analyst, ça fait appel à des notions et à des compétences liées au métier. Donc, de pouvoir comprendre la stratégie, de pouvoir comprendre les orientations et dans les activités que nous réalisons, de pouvoir identifier les indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir piloter la performance. Qu'est-ce que c'est qu'un bon indicateur finalement? Puisque on peut avoir des indicateurs, mais est-ce que c'est le bon indicateur? Est-ce que c'est celui-là qui va nous permettre de pouvoir, in fine, prendre une décision? Alors, il y a plusieurs paramètres qui reviennent dans la caractérisation d'un bon indicateur. On parle de la pertinence. L'indicateur doit correspondre à une préoccupation, à un objectif ou à une attente. Il doit vouloir dire quelque chose pour ses utilisateurs, pour les décideurs et être utile dans un contexte bien précis. On parle également de la qualité, donc la précision de la définition, de la mesure et des paramètres, donc la précision dans sa conception, la clarté et la précision de sa formulation. On parle également de la faisabilité, la possibilité de mesurer ou la disponibilité de l'information. Donc, par faisabilité, il s'agit d'avoir la possibilité d'utiliser des informations pour pouvoir produire des indicateurs par des mécanismes de mesure et de pouvoir également fiabiliser cette information-là. On parle également de faisabilité dans la possibilité de pouvoir disposer d'un système informatique qui va permettre de consolider l'ensemble de ces informations. Et finalement, on parle également de faisabilité dans la possibilité de s'assurer que quelqu'un assume la responsabilité de pouvoir alimenter, produire et fournir ces indicateurs-là. Et le dernier point, c'est la convivialité. Donc, la convivialité, la possibilité opérationnelle, visuelle, cognitive d'utiliser correctement et confortablement un indicateur. Donc, convivialité à travers l'accessibilité de l'indicateur, la facilité d'obtention et d'usage de cet indicateur, convivialité à travers la simplicité, la clarté, la compréhension de l'indicateur, convivialité à travers l'évocation de l'indicateur, c'est-à-dire sa présentation. Donc, que l'indicateur soit bien illustré, présenté par le choix de la forme de représentation. Et ça fait l'objet de l'atelier d'hier sur tout ce qui était lié à la data vis. Donc, de manière générale, les organisations commencent par mettre en place des indicateurs de performance sur le volet financier avant de s'orienter vers des indicateurs de type opérationnel. Et lorsqu'ils veulent approfondir leur analyse sur la performance au niveau organisationnel, ils vont maintenant s'intéresser à l'humain qui est dedans, mettant en place des indicateurs sur le comportement pour pouvoir suivre les comportements et mieux apprécier l'impact sur le temps au niveau de l'entreprise. Donc, tous ces différents indicateurs dont on parle en fonction de l'activité qui concourt à la performance de l'entreprise sont regroupés dans ce qu'on appelle des tableaux de bord. Donc, je pense que ça, c'est assez clair. Le tableau de bord, il va accompagner
la prise de décision à tous les niveaux de pilotage, que ce soit des niveaux stratégiques vers les niveaux opérationnels en passant par des niveaux tactiques. Donc, nous allons mieux apprécier l'importance de ce qu'est le tableau de bord à travers l'analogie du véhicule, du tableau de bord d'une voiture, qui va permettre aujourd'hui à un conducteur de suivre en temps réel le fonctionnement de sa voiture, de pouvoir consulter à travers des cadrans un certain nombre d'informations qui restent limitées dans le tableau de bord, mais ça reste des informations qui sont essentielles et suffisantes pour pouvoir piloter, je dirais, la voiture. Donc, le tableau de bord va pouvoir avertir des situations indésirables. Donc, il y aura des clignotants pour dire, par exemple, qu'il y a une baisse de pression au niveau de l'huile. Il va nous donner des informations sur le trajet, sur la vitesse, la distance parcourue, les ressources qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a de l'essence dans le réservoir? Est-ce que l'essence qui est dans le réservoir nous permet de parcourir X nombre de kilomètres ou d'autres informations sur la distance totale parcourue ou la consommation moyenne d'essence, etc. On peut aller sur une analogie qui est encore plus intéressante, qui nous permettra de mieux apprécier. C'est une fois qu'on fait le lien avec la santé, c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit que l'information sur les signes vitaux d'une personne qui apparaît sur un moniteur médical pour pouvoir vont permettre normalement à un médecin de pouvoir poser un diagnostic ponctuel, de pouvoir faire un suivi continu de l'état d'un patient. Et donc, les tableaux de bord doivent être en mesure de pouvoir prendre le pouls de l'organisation, de signaler, de pouvoir localiser des problèmes de situation réelle ou anormale, et sous une forme qui, normalement, doit être compréhensible. Alors, le tableau de bord permet de suivre le fonctionnement de l'organisation de manière dynamique et régulière en fournissant l'information essentielle assez rapidement. Pourquoi donc ces tableaux de bord, après tout ce qu'on dit? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, un volet organisation, donc l'émergence d'une gestion axée sur la performance. Les organisations vont de plus en plus s'éloigner d'une gestion traditionnelle des ressources et des moyens pour aller plus vers une gestion des activités, donc des processus, mais aller à un autre cran qui va être une gestion qui sera axée sur les résultats. Et l'idée étant de pouvoir identifier les effets directs des interventions sur leur clientèle et de pouvoir identifier également des retombées un peu plus globales sur l'environnement d'affaires. Donc, il y a un nombre de plus en plus grand de décisions et de directives d'orientation stratégique que les entreprises adoptent, et cela dans la perspective globale de pouvoir gérer la performance et de le réaliser également par le pilotage de la performance de l'entreprise. Un autre point qui revient, c'est la gestion. Donc, naturellement, les décideurs ont besoin de pouvoir prendre des décisions, suivre, contrôler, évaluer ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Ils doivent être au courant des activités qui se déroulent, du fonctionnement des différentes unités qui composent leur activité, d'être à l'affût des problèmes qui peuvent survenir et se poser un certain nombre de questions. Donc, sur tout ce qui est lié à, par exemple, les bases de clients, des ressources, des activités, savoir quelle partie de la clientèle est-ce que nous cherchons à atteindre ou que nous atteignons déjà avec notre activité, combien est-ce que nous avons effectué d'interventions au total, comment est-ce qu'on peut ventiler les résultats en fonction d'un certain nombre de catégories, quels sont les résultats les plus importants, est-ce qu'il y a des exceptions qui ressortent des résultats que nous avons, quelles sont les tendances qui se dessinent. Sur tout ce qui est lié à l'analyse des écarts, des résultats obtenus et prévus, c'est de savoir si les résultats déjà sont satisfaisants. On se posera des questions sur le fait de savoir si nous atteignons nos objectifs. Est-ce que nous sommes dans des marges acceptables? Est-ce que nous dérogeons à certaines normes? Est-ce qu'il y a des écarts avec les objectifs? Où sont ces écarts? Quelle est l'ampleur de ces écarts? Dans la prise de décision sur tout ce qui va être analyse des solutions, de pouvoir comprendre quelles vont être les meilleures options, quelle est la meilleure solution, et de se dire
quelles décisions est-ce que nous pouvons prendre et quelles décisions nous ne pouvons pas prendre. Alors, un autre volet qui va nous intéresser, il n'est pas moins important ou plus important que les autres, mais il revient clairement sur l'importance de notre sujet, c'est l'information. Donc, on a un besoin crucial d'informations de qualité. Le décideur et celui qui pilote une activité à un moment donné, il a son expérience qui lui dit qu'il sait s'il y a plus ou moins de problème sur une situation. Donc, il a besoin d'un bon système d'information pour pouvoir remonter cette information, mais pour pouvoir également confirmer de manière structurée et objective ses impressions avec des chiffres, avec des données, avec de l'information, et de pouvoir également affiner sa connaissance en fonction du niveau de tableau de bord qu'il a en faisant un certain nombre d'analyses poussées par derrière. Alors, je pense que vous conviendrez tous avec moi que de manière générale, il est plus difficile de pouvoir remettre en question une évaluation, de refuter une demande de ressources lorsque celle-ci s'appuie sur des données qui sont bien structurées et qui représentent clairement la réalité du terrain. Le dernier point, c'est le système d'information. Donc, la technologie joue un rôle important dans tout ce dispositif. Bien entendu, parce que par la technologie, on génère, on traite, on stocke, on consolide, on présente et on communique plus de données et plus d'informations. Donc, sur ce volet, on peut dire qu'il y a un lien logique qui peut être établi entre la stratégie, la structure de l'organisation, les activités, les indicateurs, les tableaux de bord et le système d'information. On ne peut pas comprendre ni apprécier la pertinence d'un indicateur, d'un tableau de bord sans mettre ces éléments en relation directe avec le contexte, le mode de fonctionnement et les éléments qui sont censés mesurer au sein de l'activité de l'entreprise. On ne peut pas non plus aussi s'assurer de la faisabilité des tableaux de bord sans tenir compte des possibilités qu'offre aujourd'hui la technologie. Et ça, c'est un peu les points qui ont été abordés dans la thématique sur le volet Big Data. Donc, à ce stade-là, nous avons résumé assez rapidement tout ce qui concourt à la performance stratégique. Et nous pouvons également dire que quelque part, nous sentons et nous avons déjà l'impression que la donnée joue un rôle essentiel dans ce dispositif-là. Donc, dans cette phase, on va essayer de développer un peu plus cet aspect en parlant de la donnée qui va être au service de la performance stratégique. Alors, il existe plusieurs écrits, une fois de plus, et des sciences de l'information qui utilisent un modèle qu'on appelle la pyramide DISC. Et j'ai eu envie de pouvoir utiliser ce modèle-là pour représenter le positionnement de l'information dans la chaîne de connaissances. Donc, la pyramide DISC, données, information, connaissance, sagesse va pouvoir représenter l'ensemble des relations qu'il y a entre les données, les informations, les connaissances et la sagesse. La donnée représente la réalité. Donc ça, c'est assez clair aujourd'hui et qu'on sait qu'elle joue un rôle important dans la représentation des faits relatifs au monde. On sait également que la donnée, elle est comprise comme étant une information qui va être stockée sous forme numérique. Et pour pouvoir poursuivre notre analyse, nous allons essayer d'aller également sur ce point-là, sur une analogie. Donc, on parlera de l'analogie et on prendra une hypothèse par rapport à la donnée. Donc, on va considérer que le fait de dire « il pleut » est une donnée. D'accord? Et donc, pour poursuivre notre analyse, on est sur l'information. L'information va émerger lorsque les relations entre les faits seront établies et compris. Et elle va nous permettre de fournir des réponses aux questions qui, quoi, où et quand.
Donc, pour continuer sur notre analogie, nous avons dit que la donnée, c'est il pleut. Et donc, l'information, c'est de dire, par exemple, que la température a baissé de X degrés, puis il a commencé à pleuvoir. On apporte un peu plus de contenu. Donc, à ce stade-là, on voit déjà qu'il y a un lien assez intéressant entre données et information. La donnée est considérée comme la matière première de l'information et l'information est une donnée qui se trouve dans un contexte. Donc, on peut également dire que la donnée est une forme d'information et l'information est une forme de donnée. Donc, en jouant avec les mots, mais en comprenant clairement le concept, on sait qu'il y a une relation assez intéressante entre ces deux éléments. Ensuite, la connaissance, elle va émerger lorsque les relations entre les modèles vont être identifiées, compris, et qu'on pourra apporter une réponse à la question comment. Donc, si on revient sur notre analogie qui, dans la donnée, c'est de dire qu'il pleut, et sur l'information, c'est de dire que la température, elle a baissé de X degrés, donc il a commencé à pleuvoir, la connaissance dira que si l'humidité est très élevée et que la température est basse, l'atmosphère ne pourra pas retenir l'humidité, il va donc pleuvoir. Donc, on rentre dans le comment, on fournit une certaine explication et on part un peu plus loin. Et ensuite, on arrive au dernier niveau qui est lié à la sagesse, où on répond à la problématique du pourquoi. Donc, pour notre cas d'espèce, c'est de pouvoir expliquer et comprendre les différentes interactions qui se produisent entre la pluie, entre l'évaporation, les courants d'air, les changements de température, etc. Donc, tout ce process-là pour dire que dans cette chaîne, la donnée, elle est importante pour pouvoir construire toutes ces étapes pour arriver à l'information, à la connaissance, à la sagesse. Donc, nous comprenons que la donnée en elle-même doit être également considérée dans le cadre d'une entreprise comme étant un actif stratégique pour cette entreprise-là, pour plusieurs raisons. Parce que la donnée les données, elles ne sont pas consommées lorsqu'elles sont utilisées, parce que les données, elles ne sont pas tangibles. Pourtant, elles sont durables. Elles ne s'usent pas, même si leur valeur peut changer constamment avec le temps. On peut également dire que les données sont faciles à copier, à transporter, mais on sait aussi qu'il n'est pas facile de reproduire la donnée une fois qu'elle est perdue ou qu'elle est détruite. Et on l'a expliqué plutôt en disant que la donnée n'est pas consommée lorsqu'elle est utilisée, mais on peut quand même voler cette donnée-là sans qu'elle disparaisse. On sait également que une même donnée peut être utilisée par plusieurs personnes en même temps. On sait aussi que la donnée peut être utilisée à des fins multiples. Donc, le fait de pouvoir avoir une utilisation de la donnée peut engendrer d'autres données. Donc, la plupart des organisations font face à un volume croissant de données et ils doivent gérer les différentes relations qu'il y a entre la donnée. Donc, les données doivent donc être analysées pour pouvoir aider les entreprises à la prise de décision. Ce qui nous amène à parler de l'analyse des données. Donc, qui va être le processus qui nous permettra aujourd'hui d'obtenir des données, de pouvoir les connecter, de pouvoir les collecter et transformer en des informations qui vont être utiles et aider à la prise de décision. Donc, on a plusieurs types d'analyses. On parle d'analyse descriptive pour pouvoir répondre à la question de que s'est-il passé et pour exploiter, bien entendu, les données du passé. L'analyse prédictive qui va nous permettre de répondre à la question que va-t-il se passer? Donc, elle va utiliser les données historiques pour générer des perspectives futures. Et ensuite, l'analyse prescriptive qui, elle, va répondre à la question quelle est la solution idéale. Donc, elle se base sur les données du passé. Elle analyse toutes les données qui gravitent autour et qui pourront lui permettre de pouvoir prédire de nouveaux événements et prescrire de nouvelles décisions. Donc, je vais faire l'économie de revenir sur la démarche de ce qu'il y a dans l'analyse de la donnée parce qu'elle a été plusieurs fois répétée et je pense que c'est assez clair, mais je ferai un focus sur certains points pour aujourd'hui montrer l'importance que l'analyse de cette donnée peut avoir avec la performance stratégique qu'on a décrit, notamment tout ce qui est lié à
tout ce qui est lié à la détermination des objectifs et qui revient sur l'identification de ces indicateurs-là qui vont permettre de piloter clairement la performance, de pouvoir comprendre et identifier les problèmes à résoudre, de pouvoir poser des questions pertinentes et de définir des questions pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. On parle de combien, quelle catégorie, quel groupe, quelle anomalie, quelle option à choisir. Et ensuite, on revient sur tout le process qui va consister à collecter, à faire le nettoyage, la transformation et la visualisation de la donnée. Donc aujourd'hui, les entreprises qui s'appuient sur leurs données prennent des décisions plus efficaces et fonctionnent plus efficacement que les entreprises qui ne le font pas. Donc, elles utilisent des données pour pouvoir comprendre leurs clients, pour pouvoir créer de nouveaux produits et des services, et également de pouvoir améliorer leur efficacité opérationnelle en réduisant les coûts, mais également en maîtrisant les risques. Donc, nous allons poursuivre notre histoire en revenant sur des expériences de certaines entreprises qui aujourd'hui se sont orientées vers la donnée et utilisent la donnée pour pouvoir piloter la performance. Alors, il y a l'entreprise Gate Gourmet qui exerce dans la restauration aérienne. D'accord? Donc, ils ont réalisé une étude pour pouvoir comprendre pourquoi le taux de fluctuation du personnel atteignait 50%. Donc, ils ont un turnover de 50%, un taux de rotation de leurs ressources et du personnel qui est de 50%. Donc, ils ont effectué des analyses assez poussées, donc en utilisant des données démographiques, en utilisant des données de trafic, des transports en commun, en analysant la performance des salariés, en regardant également les prestations compensatoires que l'entreprise propose. Et ils ont établi qu'il y a un lien assez clair entre les lettres de démission et l'éloignement géographique, ainsi que la compensation que l'entreprise offrait à son personnel. Donc, cette analyse a permis d'impacter la stratégie de recrutement, de pouvoir mettre en place de nouvelles mesures compensatoires qui vont être intéressantes pour les salariés et donc, in fine, de réduire de moitié le taux de fluctuation qui, au regard de l'analyse, est de 27%. Donc là, nous avons un cas concret de comment est-ce que la donnée peut aujourd'hui avoir un impact positif sur l'atteinte de la performance. Nous prenons un autre cas d'une entreprise, Cegid, que certains connaissent peut-être, qui est qui est un éditeur de logiciels de services. Donc, dans plusieurs domaines, on parle de l'expertise comptable, la fiscalité, la paie, les ressources humaines. Et ils ont initié un projet de transformation de leur système d'information pour pouvoir surtout renforcer leur relation avec le client. Donc, pour cette entreprise-là, la donnée constitue la matière première de leur activité. Donc, ils avaient un système décentralisé avec plusieurs applications. Ils ont opté pour une plateforme unique en mettant en place un bon dispositif qui permet de piloter leur activité avec les données. Et il y a eu des répercussions positives. Et l'une des retombées, c'est qu'ils ont repensé leur gestion de la performance des commerciaux grâce au calcul en temps réel de leur incitation financière. Donc, il y a le CIO qui a fait cette réflexion en disant que le nouveau système d'information est très orienté data pour prendre la bonne décision au bon moment. C'est très intéressant ce jeu de mots. La bonne décision, mais surtout au bon moment. Donc, nous poursuivons avec la dernière entreprise que je présenterai sur ce point-là, Lab Place, qui est une société qui fournit des solutions d'échantillonnage stérilisé. Donc, et elle fournit ces solutions-là à plusieurs entreprises qui sont dans des secteurs divers. On parle de l'industrie pharmaceutique, agronomique, dans la recherche et environnementale,
ou dans les sciences vétérinaires. Alors, le directeur général dit que la beauté des données est qu'elle permet d'appuyer toutes nos décisions sur des chiffres et des indicateurs de performance. Donc, c'est une industrie qui aujourd'hui se qualifie comme étant une industrie très avancée dans l'usage de la technologie. Avec les données qu'elle a pu collecter, elle a identifié les différents types d'arrêts qui interviennent dans leur chaîne de production, donc, ce qui leur a permis d'installer des robots sur les 20 lignes de production qu'ils ont, et ça leur a permis de pouvoir améliorer leurs chiffres. À ce stade-là, on peut se dire que l'analyse de la donnée, l'usage de la donnée dans le pilotage de la performance, c'est clairement une évidence que c'est quelque chose d'assez important. Et on comprend également que performance stratégique, c'est déjà un process qui fait appel à des lignes de métier et qui, quelque part, vont pouvoir utiliser la donnée. Et cette donnée-là a besoin d'être analysée pour pouvoir mieux prendre des décisions. Mais il demeure un point assez important dans tout ce process-là, c'est que quand bien même nous allons mettre en place tout ce processus d'identification des indicateurs, de mise en place des tableaux de bord pour pouvoir aider les décideurs à prendre des décisions, il va falloir que cette donnée soit fiable. Donc, la qualité de l'information, elle est importante. Donc, nous allons continuer notre analyse avec l'entreprise Oscaro pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi la qualité de l'information, elle est importante? Donc, l'idée ici, c'est de commencer à voir comment est-ce que la sous-qualité, la mauvaise qualité peut aujourd'hui impacter la prise de décision et, in fine, impacter la performance de l'entreprise. Donc, cette entreprise a des difficultés, des insuffisances dans la précision de leur réalisation d'achat et de livraison, et ce qui fait que les contrôles des factures sont assez difficiles et ça génère des surfacturations de la part des fournisseurs. Donc, ils disent que c'est un point qui est assez critique par rapport à leur activité et on comprend qu'une surfacturation va avoir un impact aujourd'hui sur la performance parce que les coûts vont augmenter. Peut-être que ce que j'ai oublié de dire, c'est ce que l'entreprise Oscaro fait. Donc, c'est une société de e-commerce qui, elle, intervient plus dans tout ce qui est lié à la vente de pièces automobiles et voilà, qui provient des équipementiers ou des grossistes automobiles. Donc, on prend une autre entreprise, Conforama. Donc, elle fait de la vente en ligne, donc de e-commerce, tout ce qui est lié à la vente de meubles, de mobilier, cuisine, articles, déco, voilà, tout ce qu'il y a autour de ce monde-là. Et pour eux, ils disent que la non-qualité des données est l'ennemi numéro un de l'efficacité du marketing. Donc, ils sont à un niveau où ils ont identifié aujourd'hui des indicateurs qui montrent qu'il y a un véritable impact sur leurs différentes campagnes de marketing. Ils parlent du taux de pli non distribué qui, lorsqu'il augmente aujourd'hui pour eux les coûts de campagne marketing. Donc, il y a un lien qui est assez intéressant sur ce point-là, c'est que pour pouvoir communiquer avec le client, quand on prend tout simplement l'adresse, si l'adresse du client est mal renseignée et n'est pas correctement mise à jour, dans une campagne marketing pour pouvoir lancer un certain nombre de produits, pour pouvoir analyser et s'assurer que nous touchons le plus de clients et que nous touchons les cibles importantes par rapport aux produits que nous avons identifiés, on ne pourra pas le faire. Et donc, on est en train de perdre déjà des clients, autant pour moi. Et sur la dernière structure qui intervient dans la vente de produits, des parfums, des saveurs et des ingrédients. Donc, ça, ils disent que les données, à leur niveau aujourd'hui, une mauvaise gestion de leurs données va avoir un impact direct sur la satisfaction de leurs clients. Parce qu'aujourd'hui, dans leur chaîne de production, pour pouvoir fabriquer des produits comme des parfums, il est clair que
il y a toute une chaîne où il faut identifier les différentes matières premières, les différents produits qui vont rentrer dans la composition. Donc, une seule erreur et une erreur dans la fiabilité et la qualité de l'information peut aujourd'hui avoir des répercussions négatives sur la logistique, sur le volet commercial, mais in fine sur la performance, sur la satisfaction du client. Donc, les entreprises ont besoin de données de haute qualité pour pouvoir guider leur stratégie, pour pouvoir guider également leur activité opérationnelle. Donc pour ça, il faut qu'elles planifient la manière dont elles obtiennent et dont elles gèrent des données, qu'elles savent qu'elles auront besoin pour pouvoir aujourd'hui soutenir la stratégie de l'entreprise. Cela nous amène à dire que piloter l'entreprise, piloter la performance, ça ne se résume pas qu'à mettre en place des indicateurs, des tableaux de bord et à les analyser, mais c'est également de pouvoir mettre en place une stratégie qui va nous permettre de pouvoir gérer la donnée. Donc, une stratégie de données qui va inclure des plans d'action visant à pouvoir utiliser la donnée afin d'obtenir l'avantage concurrentiel que l'entreprise recherche et soutenir, bien entendu, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, la stratégie de données doit provenir d'une compréhension des besoins des données qui vont être inhérents à la stratégie de l'entreprise. Donc, on se demande quelles sont les données dont l'entreprise a besoin, comment est-ce qu'elle va obtenir ces données, comment est-ce qu'elle va les gérer et assurer leur fiabilité dans le temps, et comment est-ce qu'elle va les utiliser. Donc finalement, la stratégie de l'entreprise doit guider la stratégie de la donnée. Et la stratégie de la donnée, inversement, va être une version de ces stratégies de l'entreprise. Et dans tout ce qui est lié à la stratégie de la donnée, c'est d'avoir un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans la stratégie d'entreprise, mais plus sur des éléments liés à la gestion de la donnée, d'avoir une vision assez convaincante de ce que nous mettons dans la gestion de la donnée pour atteindre la performance de l'entreprise, de pouvoir identifier un certain nombre de principes, de directives, des valeurs et tout, de pouvoir identifier des mesures, des objectifs directionnels à long terme, identifier également des indicateurs qui vont permettre de pouvoir mesurer le succès du dispositif qui va être mis en place pour pouvoir gérer cette donnée avec des objectifs à court terme et de définir les différents rôles et responsabilités qu'il peut y avoir dans cette activité. Donc, une fois que cette stratégie de gestion de la donnée va être mise en place, à ce moment-là, nous savons que tout ce que nous allons effectuer concourt aujourd'hui à atteindre la performance stratégique de l'entreprise. Et toutes les données que nous allons utiliser, comment est-ce que nous allons utiliser la business intelligence, la BI, quels sont les outils que nous allons mettre en place, quelle est l'architecture que nous allons mettre en place, tous ces éléments vont concourir aujourd'hui à atteindre la performance. Une fois que cette stratégie est mise en place, il faut mettre un dispositif pour pouvoir gérer la donnée. Donc, gérer la donnée, c'est de pouvoir développer, de pouvoir exécuter, superviser tous les plans, les politiques, les programmes, les pratiques qui vont aujourd'hui fournir, contrôler, protéger et améliorer la valeur de la donnée et de l'information tout au long de son cycle de vie. Donc, l'information a un cycle la donnée a un cycle de vie et elle passe par plusieurs process de transformation. Donc, à ce moment-là, on peut mettre, et ça, c'est ce que vous voyez totalement à droite, la roue, avec Data Management qui, aujourd'hui, c'est le dispositif de gouvernance de la donnée qui va accompagner tout le dispositif qui est lié au management de la donnée, l'architecture, la qualité, le référencement, l'interopérabilité. Et donc, si vous regardez, je vais peut-être mettre un curseur, un pointeur là, ça sera peut-être plus intéressant. Donc là, si vous regardez cette partie-là, on a clairement un alignement déjà entre la stratégie de l'entreprise et celle de la donnée, un dispositif de gouvernance qui va identifier les personnes qui aujourd'hui vont gérer la donnée. Je pense que un de ces points sera sûrement abordé dans la thématique de demain et de mettre en place les procédures, les politiques et également
de développer cette culture de gestion et de précision de la donnée et surtout de qualité de la donnée. Après, tout le reste, ça va être tout le dispositif de management qui va tourner autour des outils et la gestion des bases et tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors, donc, les objectifs de la mise en place de ce dispositif sont multiples. De pouvoir déjà comprendre et soutenir les besoins d'information de l'entreprise et de ses parties prenantes, de pouvoir capturer, de pouvoir stocker, protéger, assurer l'intégrité de ses actifs, de garantir la qualité de l'information. Donc, on a compris aujourd'hui qu'elle est une étape et un point assez important dans ce dispositif, dans cette recherche de la performance, de pouvoir assurer la sécurité de ces informations-là et de permettre aux organisations de tirer le meilleur parti de leur. Donc, je vais terminer mes propos sur cette slide qui va me permettre un peu de revenir rapidement sur les impacts, bons, mauvais, et qu'est-ce qu'on met dans le bon, qu'est-ce qu'on met dans le mauvais. Donc là, on a clairement compris que mettre en place, piloter, accompagner la performance stratégique va forcément se faire avec les bons indicateurs, la bonne stratégie, les bonnes personnes et tout. Ça, c'est un fait. Et ensuite, nous avons la donnée qui, aujourd'hui, une fois qu'elle est correctement analysée et gérée à travers un bon système de gestion, en déclinant une stratégie pour pouvoir nous assurer de la cohérence globale du dispositif de gestion de cette donnée-là, va amener l'entreprise à pouvoir mieux piloter et prendre ses décisions. Alors, quels sont les impacts négatifs? Les impacts négatifs vont résider dans le fait d'avoir aujourd'hui, de ne pas disposer de tout ce qu'on a évoqué tantôt, de ne pas également s'assurer de la qualité de l'information qui tourne autour de notre système d'information, de mettre des indicateurs, d'avoir des analyses isolées de plusieurs tableaux de bord. On prend des informations d'une base, on prend un fichier, on structure, on fait un tableau de bord. Après, on n'arrive pas à gérer tout ce qui va être lié à la manière de nourrir de manière continue en s'assurant de la qualité. On n'arrive pas à gérer l'évolutivité du système et comment est-ce que les données vont être gérées. On n'arrive pas à gérer le fait que cette information-là, elle existe ailleurs et n'est pas présentée de la même manière dans une application par rapport à une autre. Et donc, au sein de l'entreprise, on a deux analyses et deux informations totalement différentes de ce que l'indicateur recherche. Et donc, on a des impacts sur le chiffre d'affaires en termes de perte de revenus dû à des erreurs dans les données, donc mauvais traitement, des décisions qui vont être prises à partir des données de moindre qualité. On peut avoir des impacts sur la réputation de l'entreprise. On peut avoir un risque également par rapport aux coûts, donc augmentation des coûts de vérification, de retraitement de la donnée, de stockage de ces données-là. Et on peut avoir également des dommages ou des pénalités dues à la non-conformité sur des éléments réglementaires. Donc, en fonction des secteurs, l'usage de la donnée, elle est extrêmement réglementée. Quand on prend le secteur bancaire, par exemple, on n'a pas encore, je ne vais pas dire qu'on n'a pas encore, c'est vrai qu'elle n'est pas très poussée, mais dans la réglementation au niveau du secteur bancaire, il y a des articles qui reviennent sur le fait de pouvoir mettre en place un bon dispositif de gouvernance de la donnée et que l'ensemble des informations qui concourent aujourd'hui à donner les bons indicateurs aux régulateurs doivent aujourd'hui être suffisamment fiables. Et donc, ces indicateurs-là, quelque part, c'est une forme d'analyse et de recherche de la performance. Et ça, on essaie de l'analyser au niveau régulateur qui, lui, aura besoin de ces informations pour pouvoir faire des analyses sur les tendances et pour pouvoir prendre des décisions par rapport à la santé financière des banques. Et donc, si tout le dispositif remonte une information, parce que les indicateurs, ils sont déjà là, ils sont connus de tous et c'est assez clair, il faut juste avoir l'expertise métier pour pouvoir les mettre en musique. Mais le problème, ça va être l'information qui va être remontée, utilisée pour pouvoir faire ressortir cette information dans
dans le tableau de bord ou dans l'indicateur qui sera remonté au régulateur, par exemple. Donc, si elle n'est pas bonne, on induit tout le monde en erreur et il peut y avoir des dommages assez graves, en fait. Alors, la partie qui est assez intéressante, c'est celle qu'on a un peu développée en long et en large et qu'on a un peu compris sur toute la démarche qui a été utilisée par rapport à cet atelier. C'est de dire qu'aujourd'hui, si on met en place ces stratégies, si on met en place ce dispositif, si on identifie les bons indicateurs et qu'on est cohérent avec la stratégie qui nous intéresse et qu'on arrive à mettre tout ce qu'il faut pour identifier les bonnes données qui vont nous accompagner, naturellement, on pourra aujourd'hui prendre des décisions, avoir un avantage concurrentiel parce qu'on aura une meilleure connaissance des clients, des produits, des processus et également des opportunités. On va améliorer notre productivité et on sera capable d'agir en fonction des opportunités qui vont se présenter à nous. Donc, réputation, naturellement, satisfaction du client, une meilleure expérience client, optimisation des coûts, et conformité au niveau de la réglementation, ça reste toujours une bonne image pour les parties prenantes. Donc, sur ce, je vais vous remercier pour votre attention et voilà, là, c'est quelques ressources qui ont été utilisées pour élaborer le support et voilà, je reste entièrement disponible pour vos questions, vos suggestions, mais également vos retours d'expérience, parce que je pense que l'idée, c'est de partager. Donc, si il y a également des situations à partager pour contribuer, voilà, je pense que c'est la. Merci, Monsieur Silla, pour cette belle analyse et belle présentation. Nous avions vraiment beaucoup appris. Nous allons laisser maintenant l'occasion à nos participants de poser des questions sur des points d'ombre qu'ils ont peut-être. Donc, vous n'avez jusqu'à lever la main et nous allons vous passer. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Roland, vous n'aurez pas une question? Il y a Koussi Jean qui a levé la main. Oui, allez-y, vous pouvez activer votre micro et poser la question. Allô, Jean-Lucien, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Allez-y. Super. Donc, je disais bonsoir à tous et à toutes. Merci à Mohamed pour la présentation et puis à la qualité des éléments présentés. Ce n'est pas une question, mais plutôt un constat que je voudrais partager avec l'assistance. C'est qu'à travers la présentation. Ok, le temps qu'ils se reconnaissent, il semblerait que Donatien avait levé. D'accord, Jean-Lucien, tu peux laisser un message dans le chat. Je vais la poser la lire. Je vais lire le message pour tous. Donatien, il semblerait que tu avais levé la main. Est-ce que tu peux poser ta question? Ok, donc en attendant le message de Jean-Lucien, est-ce que quelqu'un a une question? Ok, donc il y a Jean-Lucien qui dit qu'il n'a vraiment pas de questions, mais c'est juste une contribution sous forme de constat fait au cours de la présentation. On a quelqu'un qui a levé la main. Ok, Amantaki, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous, vous m'entendez? Bonsoir, on t'entend très bien. D'accord. Je dis merci à M. Silla pour cette intervention sur la stratégie de la donnée. J'ai une question. Ma question concerne un point qu'il a évoqué lors de son développement sur comment est-ce que obtenir la donnée et assurer la fiabilité de la donnée. Aujourd'hui, je pense que l'une des véritables problématiques des entreprises, c'est la fiabilité de la donnée. Et la plupart des grandes entreprises héritent d'un système traditionnel où la donnée n'était pas correctement renseignée. Et donc, je voulais lui demander, est-ce qu'il a eu, dans son expérience, à avoir affaire à ce genre de cas, à ce genre de problématiques, et comment est-ce que, généralement, ces entreprises-là arrivent à pouvoir résoudre cette problématique-là? Et éventuellement, si peut-être il y a d'autres participants qui ont eu cette expérience, ils pourront peut-être la partager. Merci, M. Armand Taki, pour votre question. Je pense que déjà, vous l'avez introduit de la plus belle des manières en disant que les entreprises héritent des
des données, des problèmes de qualité de données, des systèmes qu'elles ont. Et ça, c'est vraiment toutes les entreprises qui sont dans cette situation-là. Oui, je vais dire qu'on a déjà accompagné des clients dans cette approche-là, de pouvoir fiabiliser leurs données. Ça reste un process assez intéressant qui partira normalement déjà de l'identification de la chaîne de valeur, donc de se dire comment est-ce que les données circulent dans le système d'information du client. En fait, il y a plusieurs démarches, hein. Donc, comment est-ce que les données circulent dans le système d'information du client? Ça peut être une première démarche. Une fois que l'ensemble de ces éléments-là vont être clairement identifiés, qu'est-ce qui va être effectué par la suite? On va pouvoir maintenant regarder au niveau des processus et des bases de données liées à chaque application, quelles sont les problématiques qui nous intéressent. En fait, la donnée, elle est un peu partout. On peut avoir des problématiques de qualité de données qui sont juste liées au fait que nous allons saisir la mauvaise donnée dans le système, juste liées au fait que nous n'avons pas mis les contrôles qu'il faut. Il y a un défaut de procédure qui amène les gens à structurer la donnée de plusieurs manières. Donc, tous ces éléments-là sont regardés dans le cadre d'une analyse où maintenant, il va falloir faire un rattrapage en corrigeant progressivement les données, en mettant en place un dispositif de pouvoir s'assurer de la qualité de ces données-là. Donc, mettre en place un dispositif, ça va être d'identifier les équipes qui vont prendre en charge ce projet de suivre la qualité de la donnée, identifier des owners qui aujourd'hui vont porter la responsabilité de certains types de données et à chaque fois qu'on arrive dans chaque partie du process, de pouvoir corriger ces données-là et voilà, ensuite les fiabiliser au fur et à mesure. Donc, dans cette démarche-là, il y a l'idée de rattraper les problématiques qui avaient été identifiées avant, mais il y a également l'idée de se baser sur des recommandations et de pouvoir les intégrer dans le système afin de prévenir les futurs problèmes de qualité de données qui peuvent arriver. Donc, une autre démarche également est quelque part de partir, puisque le système d'information, il est très vaste. Donc, une autre démarche est de partir des tableaux de bord qui nous intéressent, donc des objectifs de reporting qui nous intéressent, parce que quelque part, on peut être dans une entreprise qui a un niveau de maturité assez important. Nous savons quels sont les états dont nous avons besoin pour pouvoir piloter notre activité. Et sur la base de ces états-là, nous pouvons redescendre la cascade en disant, OK, pour tel état, on a besoin de telle information. Telle information, elle provient de tel système. Au fur et à mesure, on détermine la nouvelle chaîne de valeur qui permet de nourrir les différents reporting. Et à ce moment-là, on décline le même process de cleaning Oui, sur le dernier point, par rapport au reporting qu'on souhaite mettre en place à partir de la donnée, bon, quand je disais tout à l'heure que les entreprises héritent d'un système traditionnel, c'est-à-dire que ils utilisaient peut-être un système d'information où la donnée n'était pas correctement renseignée et elles ont migré ou bien elles ont changé d'outil qui permet de mettre en place des reporting plus performants. Généralement, des indicateurs qui vont s'appuyer sur la donnée qui n'existait pas et pourrait ne pas exister dans un nouvel outil. Donc, clairement, je pense que la performance de l'entreprise en termes d'indicateurs pour mettre en place, pour pouvoir piloter cette performance-là, elle sera plus ou moins définie. Si éventuellement la donnée n'est pas, je vais dire, correctement reprise ou Oui, effectivement. Après, le cas que vous êtes en train de prendre, c'est de dire qu'on déploie un nouveau système et on fait quelque part fi de ce qu'il y avait dans les autres systèmes, si j'ai bien compris votre propos. Est-ce que déjà vous pouvez me répondre à ce niveau-là pour que je puisse continuer l'analyse? Excusez-moi, je vous ai perdu un peu là. Vous pouvez reprendre? En fait, je disais que si je comprends bien votre propos, vous êtes dans un cas où on a un nouveau système qui a une certaine structure avec des informations
et on a besoin de faire sortir des éléments de reporting. Sauf que ce nouveau système-là ne tient pas compte ou quelque part fait un peu fi des informations qu'on a dans et qui ont peut-être des problématiques de qualité de données. Est-ce que c'est bien ce que vous avez remonté comme problème? Oui, c'est bien cela, mais en fait, pour aller plus loin, c'est-à-dire que le nouveau système paraît. Et là, il permet de mettre en place des tableaux de pour pouvoir piloter la performance. Mais sauf que l'ancien système, la donnée n'était pas correctement renseignée. Je pense, par OK. exemple, je prends pour une entreprise de e-commerce, j'avais peut-être pris l'exemple d'une entreprise de e-commerce, sur un certain nombre de secteurs. Par exemple, l'adresse géographique n'était pas renseignée et aujourd'hui, elle a un système qui permet de pouvoir mettre en place un tableau de bord par rapport à l'adresse géographique du coup. Pour les anciens où la donnée n'était pas dite. Généralement, peut-être pour lancer peut-être cette performance-là, ça demande de lancer des chantiers de renseignement et tout ça. Donc, très souvent, ces entreprises-là hésitent à pouvoir lancer ce chantier-là et se rendent compte que c'est quelque chose qui sera peut-être long à C'est mettre en écouteux place. surtout. Écouteux. Et écouter surtout, écouter surtout. Donc, elles font fi de ces chantiers-là et elles continuent. Donc, je me dis quelque part que je vais dire, le reporting, les analyses qui vont émaner de la donnée ne seront pas toujours Ne fiables. seront pas Et c'est toujours ce qui fait, fiables. voilà. Et c'est ce qui fait Oui. qu'aujourd'hui, des entreprises, même des grandes entreprises de la place, n'arrivent pas à avoir des indicateurs propres qui vont les aider à pouvoir mettre en place vraiment des outils pour pouvoir avoir des indicateurs performants pour les entreprises. Oui, c'est assez intéressant. Maintenant, la solution dans ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous l'avez donnée vous-même. Et c'est ça, en fait, la difficulté. On dit que la donnée représente la réalité. C'est assez clair. Mais si cette donnée n'est pas renseignée dans le système d'information, si elle est manquante, si elle est mal renseignée, on ne peut pas faire autrement, si ce n'est que d'aller récupérer l'information. Et donc, il y aura forcément un chantier qui doit être ouvert pour pouvoir aujourd'hui récupérer cette information-là et la renseigner ou en tout cas trouver le moyen de l'actualiser. Dans certaines activités, on est tellement avancé sur la qualité de la donnée qu'à une certaine fréquence, on appelle les clients, je peux prendre l'exemple des compagnies de télécommunications qui, lorsque vous appelez leur service, parfois ils vous retiennent quelques minutes pour confirmer que vous êtes toujours à telle adresse, que vous avez toujours tel numéro, que vous faites tout, vous êtes toujours à tel poste ou voilà ce genre d'informations. Et ce sont des process qui sont utilisés aujourd'hui pour pouvoir fiabiliser l'information qu'il y a dans le système. Donc, je conviens avec vous que si les entreprises sont conscientes aujourd'hui des problématiques de données, de la qualité de l'information et du fait que cette qualité, elle n'est pas que pour le client, elle n'est pas que pour l'entreprise, elle n'est pas que pour le régulateur, mais c'est vraiment dans l'idée de leur permettre d'atteindre la performance stratégique. À ce ils doivent normalement mettre en place tout le dispositif qui va leur permettre de fiabiliser progressivement la donnée. C'est un peu pour ça que je disais qu'il ne s'agit pas uniquement d'identifier des indicateurs et de pouvoir faire des analyses et les nourrir avec des données. Mais il faut mettre en place tout le processus qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous assurer que nous avons les bonnes données au bon moment et que ces données-là sont fiables et que les personnes qui sont censées dans le quotidien de leur activité, s'assurer de la fiabilité de la donnée, puissent réaliser ces contrôles, sinon du moins que les systèmes que nous mettons en place puissent aujourd'hui intégrer des contrôles qui vont effectuer ces différentes analyses. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Donc là, Monsieur Silla, nous allons solliciter votre réponse sur cette préoccupation. Donc, il y a Jean-Lucien qui a écrit dans le chat, et je cite, le constat est le suivant. L'enjeu crucial ici n'est pas l'analyse des données, ni les outils utilisés, mais plutôt la qualité de la donnée et tout le dispositif de gouvernance de la donnée qui, ensuite, analysé, permettra l'atteinte des objectifs stratégiques et donc la performance. Donc, il disait que c'était un peu sa remarque
par rapport à ce thème-là. Est-ce que vous avez bien compris ça? Oui, je pense que ça va en droite ligne avec un peu la démarche qui a été utilisée pour présenter la thématique. Finalement, on part sur ce qu'est la performance stratégique, on parle des indicateurs, on parle des tableaux de bord pour pouvoir piloter la performance à tous les niveaux de l'entreprise. Mais finalement, on sait que tous ces indicateurs qui vont être mis en place, qui sont quelque part standardisés, connus de tous, ne pourront avoir une réelle valeur ajoutée que si l'information qui est remontée dedans elle est fiable et que si le dispositif qui va permettre de pouvoir gérer la donnée dans toute sa chaîne de valeur et s'assurer qu'elle est alignée avec les objectifs de l'entreprise n'est pas forcément mise en place. Donc, c'est vraiment ça qui va guider aujourd'hui le pilotage de la performance. Donc, pour moi, dans cette thématique-là, on sait déjà, et c'est assez clair que la performance, quand on a des contrôleurs de gestion, quand on est des décideurs, tout se fait sur la base de reporting qui vont nous montrer aujourd'hui l'état d'avancement des activités. On sait aussi que l'état d'avancement de ces activités-là ne pourra se faire que si nous avons clairement une information qui est fiable. Et dans les exemples que nous avons montrés aujourd'hui, nous voyons que une mauvaise information peut emmener l'entreprise à prendre des décisions qui vont impacter la performance ou augmenter les coûts, que ce soit dans l'acquisition ou plutôt l'orientation des clients vers un segment qui, sur la base des analyses et des informations que nous avons reçues, nous dit que ce segment-là, aujourd'hui, il est important et on peut faire véritablement du chiffre et que les clients sont clairement orientés vers ça, alors qu'il n'en est rien juste parce qu'on a eu des soucis dans la fiabilité de nos informations, alors qu'il n'en est rien parce que quelque part, on a eu des soucis de sécurité ou des accès inappropriés. Quelqu'un a renseigné d'autres informations qui aujourd'hui biaisent totalement notre analyse. Donc, c'est un ensemble en fait. Je pense que tout va ensemble avec ce point. D'accord, merci pour votre réponse. On a aussi eu l'intervention de Arcel Nana, donc la première intervention. Bonsoir à tous. Merci au présentateur du jour, vraiment très enrichissant. Sachant que la performance d'une entreprise est basée sur son KPI, pouvons-nous dire que la performance des employés est étroitement liée à celle de l'entreprise? Donc ça, c'est ça. Vous voulez que j'étale les deux questions en même temps? La deuxième question, c'est le thème d'aujourd'hui parle d'analyse de données. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, excusez-moi, j'avais mis mon micro en mute là, mais je peux répondre à cette question-là. Donc, sachant que la performance d'une entreprise est basée sur son KPI, pouvons-nous dire que la performance des employés est très étroitement liée à celle des entreprises? Alors, oui, on peut le dire, et je pense qu'on l'a démontré dans le support sur la première partie, en disant que performance, finalement, c'est juste comment est-ce qu'on va mettre en musique des moyens, des objectifs, des résultats, en tenant compte en allant sur des capacités de pertinence, d'efficacité et d'efficience. Et donc, la performance, c'est le concours de plusieurs activités. C'est déjà la performance des ressources humaines, donc que ce soit sur le volet formation, que ce soit sur la capacité de l'entreprise à pouvoir aujourd'hui utiliser véritablement ses ressources humaines pour piloter les activités, que ce soit également sur des volets liés à la performance managériale, à la performance opérationnelle. En fait, c'est tous ces éléments-là que nous allons mettre en musique aujourd'hui pour atteindre la performance finale qui est économique. Donc, j'insiste sur ce point parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand on pense performance, ça reste performance financière. Alors que le bénéfice que nous recherchons, le chiffre d'affaires que nous voulons faire grimper à un certain niveau va être le produit
de l'efficacité opérationnelle parce qu'on va trouver le moyen de maîtriser nos coûts et d'être encore meilleur dans la production de notre activité. Ça va être également le produit du climat que nous allons mettre en place et comment est-ce que nous allons amener nos employés à fonctionner convenablement. Et tous ces éléments-là ont forcément des indicateurs pour pouvoir voir où est-ce que nous en sommes à un stade donné et comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui aider à influer sur l'activité et à tendre vers une performance durable. Merci beaucoup pour votre réponse. La deuxième question, c'est le thème d'aujourd'hui parle d'analyse de données. Y a-t-il des types ou méthodes d'analyse particulières des données en corrélation avec la stratégie d'une entreprise? Et après, ces méthodes sont-elles variantes selon le type d'entreprise? Donc là, ça me permet de toujours rester dans le même point parce que finalement, en parlant d'analyse de données, on est revenu sur les différents types d'analyse en parlant d'analyse descriptive, prescriptive et autres. Et l'idée était de dire que ces différents types d'analyse répondaient à un certain nombre de questions et ces questions peuvent à un moment donné intéresser certains indicateurs ou certains décideurs. Donc, j'ai parlé de l'analyse descriptive, de l'analyse prédictive. Et si on comprend bien ce que j'ai expliqué dans la première phase et par rapport à la première question qui a été posée, la performance finalement, elle s'analyse à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit le niveau opérationnel, au niveau tactique, au niveau stratégique et tout. Et finalement, ces différents indicateurs-là vont être mises en musique, si je peux l'exprimer ainsi, parce que un indicateur va permettre de répondre à une problématique qui va être nécessaire à un autre indicateur et ainsi de suite, jusqu'à permettre de pouvoir voir est-ce qu'aujourd'hui, en termes de décision stratégique, c'est par exemple, est-ce que nous atteignons un chiffre d'affaires, est-ce que nous avons un taux de croissance du chiffre d'affaires de 20%, comment est-ce que nous allons déterminer et analyser quelles sont les données que nous allons récolter pour aujourd'hui nous assurer que nous avons ce taux de croissance-là. Et après, on peut avoir plusieurs questions. Ce taux de croissance, nous n'arrivons pas à l'atteindre. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est lié au personnel? Est-ce que c'est par rapport à un certain nombre de coûts de production? Est-ce que c'est parce que nos prix ne sont pas compétitifs? Donc, il y a vraiment toute une cascade d'analyses qui peuvent concourir aujourd'hui à mieux interpréter la performance de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Silla, pour ces réponses. Merci aussi pour cet exposé. Avant de partir, nous voulons vous inviter au workshop qui va se tenir demain samedi 12 à l'hôtel Le Versto. Donc, on aura plusieurs activités. Au programme, il y a un questionnaire qu'on va remplir qui va nous permettre de pouvoir identifier des profils business analyse, des profils data analyse et on aura ce versus-là, montrer un peu les similitudes et les différences ou comment je vais dire ça, les nuances qu'il y a entre les deux métiers. Et après cela, il y aura un certificat de participation, une pause café, un moment de networking, etc. Donc, ça sera vraiment un programme ou un moment riche en activités. Donc, nous nous invitons massivement à cet événement. Et vous pouvez soit me contacter, soit la présidente, ou nous envoyer simplement un mail. Donc, nous vous remercions vraiment de votre participation. Monsieur Silla, est-ce que vous avez quelques mots pour la fin? Mot de fin, c'est juste de pouvoir remercier une fois de plus le chapitre ivoirien sur de réaliser déjà cette activité-là, parce que je pense que c'est assez important de pouvoir vulgariser tout ce qui peut se faire autour de la business analyst et surtout dans le contexte de la donnée qui ne fait qu'augmenter et dans les entreprises finalement vont avoir beaucoup de difficultés à les gérer si elles n'anticipent pas sur tous les points que nous avons évoqués. De remercier également Léopoldine qui m'a invité à cette activité et puis tous les participants et tous ceux qui ont bien voulu prendre part en faisant des retours d'expérience et en posant des questions.
Encore une fois, merci, M. Silla, pour ce moment. Merci à tous les participants, à tous ces participants pour d'avoir participé à cet événement. On se dit à demain et merci encore. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.